Enfonce-toi dans le rêve, toi qui dors, et tout fasse que ce soit ton rêve et le mien. Si tu rêves souvent, tu sais aussi que c'est imprévisiblement que le rêve nous emporte. En lui, tout est danger. Il se cabre. Comme un fou, il galope. Après quoi, de nouveau, il s'arrête. Il n'ira pas plus loin. Et le voici qui tremble, comme tremblent les chevaux, quand de n'importe où le même cavalier, exactement le même, s'en vient encore une fois sur la même bête, le même cavalier grimaçant et blême. C'est ainsi que nous rêvons, n'est-ce pas? Sans but du tout. Dans le rêve, tu le sais, tant de choses peuvent se produire et subir tant de métamorphoses. Pareil à la fleur, tu t'endors sans bruit et tu t'éveilles peut-être dans un cri. Mais le rêve est rêve. Il vient et s'enfuit. Et quand dans le matin la maison resplendit, tous les rêves sont vus sous un autre jour. Et sont en nous pourtant tissés pour toujours. Songe aux images de tes rêves et demande-toi, est-il en ta vie quoi que ce soit de plus vécu et de plus tien? Tu dors, seul. La porte est verrouillée, rien ne peut se produire. Et pourtant, entre en toi un monde étranger, en toi son miroir. À présent, je sais. Tout est et reste là. Le monde est grand, mais en nous, il se fait profond comme l'est la mer. Il n'y a pas de sens, ou presque pas, à dire de quelqu'un qu'il dort ou qu'il est éveillé. Sa vie est tout entière en lui de toute façon. Sa douleur devient sienne et son bonheur ne s'est pas perdu. Dans la profondeur, sous le calme lourd, ce qui pour lui est nécessaire se produit au milieu d'une demi-lumière et vers lui s'avance à la fin, visage rayonnant, son destin. Et hop. Et hop.
beaucoup. Alors c'est à moi que revient l'honneur ce soir de présenter cette soirée, même si Pile l'a présentée auparavant. Et je ne crois pas qu'il vous ait dit que c'était donc cette soirée anniversaire, ou peut-être l'a-t-il dit, de la compagnie historique, hein, le Maquis, qu'on appelait aussi le Kaki ou le Kaki-Maki. Je m'appelle Zan, c'est mon nom de maquisarde. Cette compagnie historique que j'ai créée, oui, même si mes parents l'avaient créée auparavant et bien d'autres avant eux encore. Donc cette soirée que vous allez voir, c'est peut-être une sorte de cabaret courte pointe, une sorte de patchwork d'extraits de spectacles de la première décennie du Kaki-Maki, donc 1982-1993, et vous verrez que dès le début, on sentait déjà poindre la fin. alors que pourtant, selon toutes les hypothèses les plus vraisemblables, la fin n'arriverait que vers les années 2083, m'a-t-on dit. Donc les spectacles de cette décennie, seuls trompe-l'œil, un spectacle où les acteurs et le décor étaient penchés. Hein, voilà. La Princesse Blanche, dont Flotte vous a lu par cœur un extrait en début de spectacle, puisque oui, la lecture par cœur est une des spécialités de l'art mystérieux du Kaki-Maki. Ministère et boule de gomme, après-guerre, la chevelure de Bérénice, qu'est-ce que j'oublie, doublure, Moby Dick, et bien d'autres encore que vous verrez défiler dans ce cabaret courte pointe. Donc l'anniversaire de cette compagnie dans ce beau théâtre compostable, il est fabriqué en épluchure de pommes de terre. Théâtre que, pour des raisons trop évidentes, mes parents, Pile et Flotte, voulaient appeler le tire-bouchon, mais j'ai réussi à imposer ce beau nom de Louvre-Boîte, hein, en hommage à ma grand-mère qui est née dans un musée, le musée du Louvre, comme vous l'avez compris, le Louvre, la boîte. Ma grand-mère avec qui j'avais beaucoup de points communs. J'avais le sens commun déjà en commun avec elle, la proprioception, elle y était très sensible, c'est le fait de sentir bien à tous ses membres, l'équilibrioception qui permet de tenir des objets assez facilement en équilibre sur sa tête, la nociception, hein, ressentir la douleur, et le Kaki-Maki a bien sûr traversé bien des épreuves douloureuses, le sens enfin de la famille, hein, la famille, le travail, le travail, la famille, la vie, quoi. C'est un petit peu ça, l'âme du théâtre du Maquis. La vraie vie, mais en théâtre. Et je me souviens, moi, la première fois, à ce propos, que j'ai été sur une scène de théâtre d'une manière professionnelle, et bien sur la scène, mon père jouait le rôle de mon père, et ma mère jouait le rôle de ma mère. Ouais, c'est vrai. Eh ouais, c'est vrai, ouais. Bonsoir. Moi, je me souviens, j'avais 10 ans, et alors du coup, je faisais pas du tout ce métier quand j'avais 10 ans, parce que voilà. Et puis j'habitais en Savoie à l'époque, et puis un jour avec mon père, on est parti faire le tour du lac du Bourget, qui est le lac du Bourget en Savoie. Et puis on s'arrête déjeuner dans le village de Bourdeau, qui est un tout petit village qui surplombe le lac, qui est très mignon, avec un beau château et tout. Et on s'arrête au restaurant pour déjeuner, des plats typiques, des duos au vin blanc avec de la polenta et tout, c'était typique savoyard. Et là, assis à côté de nous, à la table, il y a un couple qui mange comme nous, sauf que eux, ils sont pas comme nous, parce qu'ils parlent d'une manière un peu bizarre. Un peu comme moi, petit, à 10 ans, j'avais l'impression qu'il récitait un peu une poésie, c'était un peu étrange. Il parlait d'une sorcière et d'un commissaire. On ne comprenait pas trop bien ce qu'il racontait. Et puis des années plus tard, quand j'ai travaillé sur la pièce Sulomi Rouge, je suis retourné dans ce village sans savoir que j'allais là, et je retrouve ce château, je me souviens de ce château, ce restaurant qui surplombe le lac, et là je me dis, mais quand j'avais 10 ans, les gens qui étaient assis à côté de moi, eh ben c'était les gens du Maquis. Ça c'est pas donné à tout le monde. Parce que... Ouais, merci Dudu. Hein? Et moi je me souviens,
de la fois où on a, la toute première fois où on a nommé le maquis, le kaki est venu après, le maquis déjà. Et on était une groupe, je sais pas, devait être une douzaine de dissidents d'une autre compagnie. Et on se retrouve dans une véranda dans la campagne aixoise, là où on habitait à l'époque. Et on avait bien bu, parce qu'on était assez heureux quand même. On créait une compagnie quand même. On partait et on créait notre compagnie. Et donc, on disait des mots, le théâtre, le théâtre de l'échelle, le théâtre du soleil. Non, c'est nul. C'est vraiment du soleil. J'avais dit ça à une copine qui m'a dit c'est pas mal. Je lui ai dit prends-le si tu veux, moi. Le théâtre du soleil, franchement. Bon. Et puis alors on trouvait pas quoi. Le théâtre de la crotte de bique, on trouvait pas. Et finalement on s'est dit on va prendre un dictionnaire. Bon, on n'était pas simplement éméchés quand même. Et donc on s'est dit on va pointer comme ça et on va prendre le premier mot qui va sortir. Donc c'est ce qu'on a fait. On a ouvert un dictionnaire, il y avait des dictionnaires à l'époque et on a fait ça. On est tombé sur maquis. Bon, on se dit c'est pas terrible. Mais bon, on est tombé dessus. Après, ça aurait pu être mammouth, maquette. Oui, il y avait mammouth pas loin. Ouais, il y avait mammouth, il y avait d'autres choses qui étaient assez porteuses aussi. Mais on a gardé maquis. C'est rigolo. Moi, en 82, je n'existais pas. Enfin, j'existais pas encore pour le maquis. J'étais toute petite, j'avais quoi, 5-6 ans. Mais j'habitais à Nîmes à cette époque-là, et pourquoi me direz-vous? C'était sans doute pour être un peu plus près de mes parents, c'est pratique. Et donc, en fait, j'étais très indépendante quand même, j'allais voir des spectacles un peu toute seule, je gagnais mon argent de poche en vendant des bombes d'insecticides au marché aux puces, et j'avais fait assez d'économies pour me payer un spectacle aux arènes. Des grands spectacles aux arènes, et on m'avait bien vendu le truc, on m'avait dit tu vas voir, il va y avoir des combats de gladiateurs, des lions, des taureaux furieux, des feux d'artifice, un truc de fou. Et on m'avait bien vendu, et je dois dire que j'en ai eu pour mon argent, parce que c'est donc la première fois que j'ai vu la compagnie du Royal de Luxe. Et je ne sais pas du tout pourquoi je vous raconte. Alors, moi j'ai un souvenir à peu près la fin des années 80. Moi, je suis assez beau gosse, cheveux longs, le bouc, un beau gosse quoi. Et tous les jeudis, j'allais dans une petite ruelle au niveau du cours Sextus là, pour répéter avec l'harmonie municipale d'Aix-en-Provence. Ok? Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme le bouc. Mais bon, et là, un jour, à la pause cigarette, je discute avec le copain, puis je demande, c'est quoi cette porte là, qui est juste à côté? Ah ça, c'est le théâtre du maquis. Ok. Pas de question. Puis après, les années passent, je rencontre des comédiens entre Lisa, etc. Et quand on faisait des gueuletons, on va faire des concerts, hey, tu viens boire un... Non, je vais au théâtre du maquis. Et alors du coup, pour moi, chaque fois que quelqu'un me disait ça, je voyais quelqu'un qui allait dans la ruelle au Sextus ouvrir cette fameuse porte. Parce que pour moi, personne ne m'avait dit que c'était une compagnie. Donc pour moi, on ouvrait la porte, et il y avait le maquis, et un théâtre. Et seuls les initiés pouvaient y aller, quoi. Donc bon, finalement, voilà, c'est juste la conclusion, il faut ouvrir les portes, en fait. Oui, non, moi, c'est mon tour. Donc moi, je suis aussi, je suis donc le frère de Zan et le fils de Bill et Flotte. Merci de le reconnaître. Donc moi en 82, j'avais le même âge qu'Iserne à peu près. Je suis 77, donc j'avais 5 ans. Je ne me rappelle pas de tout très bien. De 82 à 93, en tous les cas, ce que je sais, c'est que c'était des spectacles tristes qui finissaient mal. Et
Bon, il a fallu que je reprenne la compagnie un peu plus tard pour qu'on se mette à faire des choses un peu rigolotes. Regarde, moi, avant le théâtre du Maquis, moi j'ai travaillé pendant 10 ans à la mine de Gardanne. Et je me souviens, un jour, c'était dans une galerie, c'était profond, la galerie de mine, c'est une mine assez profonde, c'était peut-être à 600 mètres de profondeur. J'ai rencontré un vieux mineur catalan qui m'a parlé d'une compagnie catalane qui avait été créée au Moyen-Âge par des troubadours et qui s'appelait les Jugladours dels Maquis. Et il m'a dit que la compagnie existait toujours à l'époque. Et elle avait aidé beaucoup de républicains espagnols à fuir Franco, à passer en France, etc. Et il m'a expliqué qu'ils avaient un art un peu secret. Et nous, ça nous a beaucoup influencé. On a cherché, on a trouvé beaucoup de choses dans des archives. Et c'est ce qui nous a donné un petit peu, ce qui donne au Théâtre Maquis ce style de jeu un peu ésotérique, un peu obscur, qui est un peu aussi une de nos caractéristiques. Voilà, c'était la mine, on rencontrait toutes sortes de gens à la mine. Hein. Il y avait une odeur à la mine particulière, et puis une odeur soufrée, un peu sucrée, ça laissait un goût dans la bouche. Ouais. Je me souviens les métiers de la mine. Il y en avait boiseur, rocheur, conducteur de radeau, rouleur, abatteur, bout de feu. Et je me souviens le fleuve de charbon qui sortait de la taille. Je me souviens la chique dans la bouche qui trouait les gencives, le tabac apprisé dans le nez, parfumé à la menthe. Les petites boîtes en fer blanc, croissants arabes sur le couvercle, dans la cage on remontait, vite contre le courant d'air. En sueur, c'était un vent violent, très froid l'hiver. On remontait le col et on fermait les yeux très fort. Certains mineurs confiaient leur paquet de cigarettes au receveur du front pour fumer plus vite en arrivant. La lampisterie, la salle des pendus. Partout incrusté dans la peau, dans les sous-vêtements, dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez et à l'intérieur des paupières. Même après la douche on gardait les yeux maquillés et pendant les congés on continuait à cracher du noir, à cracher du noir. Alors, là, on va vous faire un petit extrait de Ministère des boules de gomme, qui était une comédie politique, hein, mais un thriller politique assez sombre. Je vous dis, sur cette décennie, c'était une pièce assez triste. Allô.
Et donc voilà, je vais interpréter. Je finis 2 secondes. Donc moi je vais interpréter un homme politique. Il va interpréter mon second. Il va interpréter le rôle de Jean. Qu'est-ce qu'il y a ça? Oui. Le Premier ministre. Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, oui. Oui. Comment? Ah, tout de suite? Oui, oui, bien sûr. Bien entendu. Oui, on va faire comme ça. Très bien. Maintenant. D'accord, ben. Allô? Il a raccroché. Allô? Ah, les salauds! Eh ben, quelque chose ne va pas, monsieur le ministre? Il y a eu un remaniement ministériel. Je quitte l'éducation nationale. Monsieur le ministre, nous aimons tellement les enfants! On m'a nommé sous-secrétaire d'État aux anciens combattants. Hein? Oh les salauds! Salauds! Pourquoi dites-vous cela, Jean-Jean? Hein? Bah, les anciens combattants, c'est pas très... Enfin, c'est pas très... C'est pas très quoi, Jean-Jean? Monsieur le sous-secrétaire d'État... Ah, c'est... Bah, c'est surtout... Il y a beaucoup moins de jeunes, quoi. C'est surtout pour les vieux. Détrompez-vous, Jean-Jean. Les anciens combattants, c'est notre fierté. C'est pour les jeunes aussi. C'est la mémoire de notre passé glorieux, les héros de la nation. La guerre, c'est le passé. Pour l'instant. Pour l'instant, on n'est pas ici. Mais se souvenir, c'est une activité du tabouret, du présent. Ah. Et à l'avenir, il y aura de plus en plus de choses à se souvenir. Les anciens combattants, c'est l'avenir. Ah bah tiens, à propos de souvenirs, vous souvenez-vous que vous m'aviez promis une augmentation, monsieur le sous-secrétaire d'État, hein? Oui, bon, peut-être, oui, et alors? Et alors? Ah bah, du coup, sur quoi je pourrais compter? Je ne sais pas, moi, sur une calculette. Ah non, mais sur, combien d'argent? Parce que... Vous avez été blessé au combat? Au combat? Oui, au combat pour la patrie. Ah non. Ah, c'est dommage. Ça aurait facilité les choses, vous comprenez? Oui. Hein? Vous avez beaucoup d'ancienneté? Monsieur le sous-secrétaire d'État, nous travaillons ensemble depuis plus de 20 ans. Aux anciens combattants? Aux anciens combattants? Ben oui, vous avez beaucoup d'ancienneté aux anciens combattants. Ah ben, 5 minutes. Voilà. Ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait... Quoique je ne suis pas opposé à ce que le personnel méritant puisse espérer une augmentation, même avec très peu d'expérience. Hein. Merci. Merci, monsieur le sous-secrétaire d'État. À propos, Oui. Où prenez-vous votre essence? Mon essence? Oui, vous mettez bien de l'essence dans votre mobilette pour venir au bureau. Oui, oui. Oui. Ah ben, à la station essence. Oui. Avez-vous essayé celle de Dédé Salé, la station qui est rue Quincampoix? Certainement, oui, je passe devant des fois, donc oui, oui, sûrement, oui. Il fait une essence excellente. Ah. Bah, c'est-à-dire que moi, je me préoccupe pas trop de la qualité, je regarde surtout le prix, quoi. Et vous avez tort. Savez-vous qu'il faut nettoyer les cuves régulièrement? Il y a des détaillants peu scrupuleux qui vous vendent une essence sale. Les salauds. Et je m'étonne que vous, Jean-Jean, qui vivez un petit peu au-dessus de vos moyens, sans vous offenser, hein, Oui. je m'étonne que vous ne fassiez pas plus attention à ces choses-là. Bah, j'y veillerai, monsieur le sous-secrétaire d'État, j'y veillerai. Voilà. La station de Dédé Salé, hein, station rue Quincampoix, vous m'en donnerez des nouvelles. Doublure est un texte de Marie Redonné qui a été créé par le Maquis en 1992. Les répétitions ont eu lieu à la Manufacture des Allumettes.
devenu maintenant le site de la Méjane, la manufacture des allumettes. Et oui, il y avait des ouvriers à Aix-en-Provence à une époque fort lointaine. Doublure de Marie Frodon. L'âme fut prête. L'âme fut élevée à l'orphelinat chez les sœurs. Elle n'avait qu'un désir, quitter l'orphelinat. Quand elle eut l'âge de travailler, les sœurs la laissèrent partir. L'âme s'engagea comme serveuse dans un bar du port. C'était un pauvre bar, fréquenté surtout par des marins étrangers. L'âme aimait bien le port. Son comptoir était propre et ses clients bien servis. Elle n'était pas bavarde. Comme elle travaillait dur et qu'elle ne faisait pas d'histoire, les marins la respectaient. Un jour, le patron du bar engagea une chanteuse, Lem, qui revenait des colonies. Elle avait accepté sans discuter de chanter pour un maigre salaire. L'âme se demandait comment Lem avait pu échouer dans ce bar. Chaque soir, Lem chantait. Les marins demandaient toujours une autre chanson. Lem aimait tellement chanter qu'elle acceptait de chanter très tard pour les marins. Les marins amenaient d'autres marins. Le patron n'avait jamais vu son petit bar aussi plein. Pourtant, Lem n'avait pas une belle voix. Et ses chansons étaient de pauvres chansons des ports. Mais elle savait toucher le cœur des marins. L'âme aussi écoutait chanter Lem. Comme les marins, elle l'aurait écouté chanter toute la nuit. Lem lui racontait sa vie aux colonies, le grand succès qu'elle avait eu là-bas. Elle disait à l'âme qu'elle aussi devait partir. Mais l'âme préférait rester auprès de Lem. Elle apprenait ses chansons, elle les fredonnait du matin au soir en servant les marins. À force de chanter et d'écouter Lem chanter, l'âme était parvenue à chanter comme Lem. Elle avait pris jusqu'au défaut de sa voix. Lem fut bouleversée en l'écoutant chanter. C'était comme si elle écoutait sa propre voix. L'âme avait mis assez d'argent de côté pour se payer son voyage aux colonies. Lem lui donna l'adresse du bar où elle avait toujours chanté. Elle lui remit aussi une lettre pour son ancien patron. Arrivée à la colonie, l'âme fut aussitôt engagée comme chanteuse. Après avoir lu la lettre, l'ancien patron de Lem avait demandé à l'âme de chanter. En l'écoutant, il avait été bouleversé tellement sa voix lui rappelait celle de Lem. Son bar était vide depuis le départ de la chanteuse. Maintenant que l'âme était là, les marins allaient revenir. C'était une chance que l'arrivée de l'âme. Les marins vinrent nombreux l'écouter chanter. Elle chantait les chansons de Lem avec la voix de Lem. Les marins étaient émus en l'applaudissant. L'âme avait écrit plusieurs lettres à Lem pour lui apprendre ses succès. Mais elle n'avait pas reçu de réponse. Quelque temps plus tard, elle apprit que Lem était morte. Elle la pleura longtemps. Jamais encore elle n'avait aussi bien chanté. Mais elle avait envie de connaître d'autres ports et de chanter dans d'autres bars. Et l'âme commença donc sa tournée des autres ports de la colonie, mais tout de suite elle fut déçue de la façon dont elle était accueillie.
Elle chantait toujours les mêmes chansons, et pourtant on l'écoutait à peine. Les marins continuaient de parler et de rire pendant qu'elle chantait. Ces chansons ne les touchaient pas. Les patrons des bars ne cherchaient pas à la retenir. Leurs recettes baissaient dès qu'ils engageaient. L'âme chantait pour presque rien dans des bars de piano. Plus misérable, alors elle redevint serveuse. Tout l'argent qu'elle gagnait, elle l'économisait pour revenir au pays. Après de longues années, l'âme s'en retourna enfin sur le continent. Elle retrouva le bar où elle avait rencontré Lem. Il y avait une autre chanteuse. Leg. Sa voix ne ressemblait pas à celle de Lem. Elle chantait des chansons que Lem n'avait jamais chantées. Les marins étaient toujours aussi nombreux, ils écoutaient Leg chanter. L'âme était redevenue serveuse. Elle aussi écoutait chanter Leg. Elle l'admirait comme elle n'avait jamais admiré Lem. Leg avait une belle voix. On venait l'écouter chanter des villes voisines. Sa réputation grandissait. Les journaux commençaient à parler d'elle. On lui proposa un contrat. Elle se laissa tenter et quitta le bar pour aller chanter dans un théâtre de la capitale. Son succès fut immédiat. Le petit bar du port était vide depuis le départ de Leg. Le patron ne savait pas comment faire revenir les marins. L'âme lui proposa de chanter. Elle chantait toujours les chansons de Lem avec la voix de Lem. Les marins reprirent le chemin du bar. L'âme leur rappelait Lem. Ils oublièrent Leg. Et ils applaudirent l'âme. L'âme retrouvait le succès qu'elle avait connu dans le premier bar de la colonie. Elle redevenait l'idole des marins. Mais en secret, l'âme admirait toujours Leg. Il n'y avait plus que la voix de Leg qui comptait pour elle. Chaque soir dans sa chambre, elle essayait de l'imiter. La voix de Leg était inimitable. L'âme chantait toujours comme Lem, mais avec la voix de Lem, l'âme chantait les chansons de Leg. Les marins ne la reconnaissaient pas. Ils lui demandèrent de chanter à nouveau les chansons de Lem. Les chansons de Leg avec la voix de Lem ne les touchaient pas. Mais l'âme ne voulait plus chanter les chansons de Lem. Elle refusa d'obéir aux marins, alors les marins refusèrent de l'écouter chanter et l'âme redevint serveuse. Jusqu'à sa mort, l'âme chanta sur les quais du port. Elle chantait les chansons de Leg avec la voix de Lem. Cela faisait longtemps que les marins ne l'écoutaient plus. Quand ils l'apercevaient, ils haussaient les épaules et passaient leur chemin. Ceux qui ne la connaissaient pas encore lui donnaient une pièce comme à une mendiante. L'âme les suivait en riant. Les marins riaient de cette vieille femme qu'ils prenaient pour une folle. On les retrouve en raccourci dans nos petits amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est la leçon de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nous baiser le corps avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours, il y a tout ça en raccourci, les grands amours dans nos petits. On a ri, on s'est baisé, sur les nanais, les nénés, dans les cheveux, à plein d'écho, pondus comme des œufs tout chauds. Tout ce qu'on fait dans un seul jour, et comme on allonge le temps, plus de 3 fois dans un seul jour, on n'en pas
bébé, ça sera pas ça. Pourtant, les joies, les soucis, les amours qui durent toujours, on les trouve en raccourci dans nos petits amours. Claude Simon, La chevelure de Bérénice, c'est un spectacle qu'on a joué à Avignon, un de nos premiers festivals d'Avignon. Et c'était une lecture avec une danseuse. Donc c'est très proche de ce que vous allez voir maintenant. Lourde, tout entière vêtue de noir, la tête couverte d'un fichu noir, elle traversa la plage déserte. Arrivée près du bord, elle s'assit sur le sable, fit asseoir l'enfant à côté d'elle, après quoi elle resta là, les deux mains posées un peu en arrière, les bras en étais, le buste légèrement renversé, regardant la mer, les jambes allongées, croisées. À travers la trame de ses bas, on pouvait voir sa peau très blanche. Elle portait des espadrilles noires aux semelles de cordes effilochées barbues. Les cordons des espadrilles se croisaient, noués par derrière un peu plus haut que la cheville. Dune, qui dessinait deux bosses molles, le fond du creux entre les deux coupé par la ligne horizontale de la mer grise. Le ciel au-dessus gris aussi, plus clair toutefois. Un plafond immobile de nuages au ventre pâle boursouflé. Sur le flanc lisse de la dune, le vent avait dessiné des stries parallèles dans le sable, sinueuses comme les veines d'une planche. Elle retira ses bas, l'un après l'autre.
les roulant à mesure, ses cuisses un peu grasses, laiteuses. Elle mit soigneusement chacun des pas dans chacune des espadrilles, se leva et entra dans l'eau, relevant sa jupe, mais pas assez. Une vague plus haute l'atteignit, mouillant une bande ondulée, irrégulière, plus noire que le noir. Empilés sur les quais, et d'où se dégageait la violente odeur poivrée des caroubes de soufre piquant les narines. Docks interminables, où les longs murs d'usines en briques jaunes mal cuites bordant les rues défoncées poussiéreuses des faubourgs et contre lesquelles on les aligna pour les fusiller. Allongés, comme endormis, mais trop immobiles. Les mouches sur eux, non pas marchands, mais en grappes noires agglutinées, les pieds sales, chaussés d'espadrilles aussi. Docker, ou quelque chose comme ça, vague métier de port, soutier, cireur de chaussures. 4 ou 5 silencieux, appuyés du dos contre la paroi des briques vernissées comme un urinoir morne, fumant de courtes choses brunes, la casquette sur les yeux, pièce de 6 mètres sur 7 environ, absolument nue à l'exception de l'ampoule couverte de chiures de mouches qui pendait au plafond. On poussait la porte qui donnait de plein pied sur la rue et on entrait, agressé pour ainsi dire par le silence et la lumière crue. De temps à autre, l'un d'eux crachait par terre sans baisser la tête ni détourner les yeux. Dans le coin opposé, il y avait 6 ou 7 femmes vêtues de combinaisons décolorées à force d'avoir été lavées, non plus rose, bleu ou amande, mais d'une seule et même teinte, semblait-il, javelisée pour ainsi dire, à peine différenciée par de pâles modulations, bordée par ce qui avait sans doute été autrefois de la dentelle, maintenant de vagues festons jaunâtres, ajourés, pendants, ou peut-être simplement les franges de la soie élimées. Certaines relevant une jambe, c'est-à-dire tout leur poids reposant sur la jambe opposée, raide oblique, le pied un peu en avant, les fesses collées contre la paroi de céramique, la plante de l'autre pied à plat, comme celle-ci, le talon touchant la fesse de façon que la cuisse soit à peu près à l'horizontale et que le bas de la combinaison relevé par le dessus bombé de celle-ci dessine un S couché, dévoilant entre ses cuisses, broussailleux, pouvant imaginer leur regard.
couple de tonneaux rouillés à demi ensablés et une pièce de bois gris foncé, veinée de gris clair, les veines constituées d'un bois plus dur sans doute que celui qui se trouvait dans leur intervalle, de sorte qu'elles saillaient légèrement en relief, tantôt très fines et serrées, tantôt s'élargissant, s'écartant, se divisant, contournant un nœud au centre duquel s'ouvraient de minces fissures en forme d'étoile, les stries se resserrant aussitôt après, de nouveaux parallèles légèrement ondulés, comme une chevelure après le passage d'un peigne. De nouveaux parallèles légèrement ondulés, comme une chevelure après le passage d'un peigne. Voilà, la chevelure de Bérénice, Claude Simon, 1982, Festival d'Avignon, à l'Externat Saint-Charles. Martin avait 6 ans et il courait de l'endroit où on tenait la billetterie. Et nos loges étaient, puisque c'était un externat Saint-Charles, puisque c'était une école, on jouait dans une cour d'école et donc on habitait dans les classes des tout petits, des maternelles. Donc nos toilettes étaient des toutes petites toilettes et nos lavabos étaient des lavabos très bas et on avait fait notre petit campement là. Donc on jouait à la fois La Princesse Blanche, il y avait une grande exposition, spectacle à lire, de grands livres, et puis La chevelure de Bérénice de Claude Simon. Et moi j'allais voir les journalistes pour essayer d'avoir des papiers comme on fait quand on est à Avignon. Et j'avais rencontré Gilles Costaz à cette époque et je lui avais dit mais il y a 100 compagnies, comment peut-on être repéré, comment peut-on exister au milieu de 100 compagnies? Je crois qu'on est à 1600 par jour actuellement. Tout de suite, un petit extrait, une petite chanson de La Comédie entre les murs, un texte de Jean-Philippe Domecq, une comédie qu'on a jouée quelques années plus tard à la Chapelle Sainte-Claire, à Avignon toujours. Merveilleux, le monde est merveilleux, plus libre pas possible, plus libre y a pas mieux, 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 le monde est merveilleux, plus libre pas possible, plus libre y a pas mieux, 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 le monde est merveilleux. Le bonheur date de la plus haute antiquité, mais il est tout de même en parfait état, car il a peu servi. Alors maintenant, nous allons naviguer quelque peu. Et je sais qu'il y en a certains et certaines parmi vous qui souffrent un peu du mal de mer. Moi, personnellement, j'ai le remède contre le mal de mer. C'est très simple. Il faut s'asseoir sous un arbre. C'est radical. Moby Dick a été créé en 1991 par le maquis. C'est l'histoire de 2 acteurs dérivant dans une barque en plein océan après un naufrage. Bizarrement, on se sent souvent à l'étroit quand on est au large. Dick, avec l'argent du coffre
et du coffret. Quand on sera riche, on pourra s'acheter un music-hall. On l'appellera Tango. C'est un beau nom pour un music-hall. Non, non, je veux plus entendre parler de music-hall. Le music-hall, c'est parce que vous voulez oublier le théâtre. Hein? On était pauvres. On n'a pas la vocation du music-hall. On a toujours eu la vocation du théâtre. Avec l'argent alors, on s'achètera un théâtre. On sera tout. Acteur, metteur en scène, régisseur. Peut-être que maintenant, on saura comment jouer tango. Non, 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 non. Non, je ne veux plus entendre parler de tango. Tango, ça a été notre plus grand échec. Je ne veux pas faire de notre plus grand échec un succès. Il faut réfléchir. Peut-être qu'on pourra faire un film de tout ce qui nous est arrivé depuis le naufrage. On a assez d'argent pour faire un film. Quel genre de film? Je sais pas, il est un peu... Mais je te promets que tu auras le rôle principal. Au cinéma, tu peux devenir une grande actrice. Oh, merci Dick d'avoir pensé à me donner le rôle principal, sans que je te le demande. Oh, je ne voudrais pas mourir sans avoir joué une fois dans ma vie un rôle de grande actrice. Bon. Enfin, il faudrait penser maintenant à ramer un peu. Je fais du surplace depuis des heures. Mais tout nous arrive en même temps. Et tu sais pourquoi on fait du surplace, hein? C'est parce que tu as voulu quitter le courant. Faudrait ramer, Moby. Le coffre et l'heureux événement j'attends, c'est ce qu'on possède de plus précieux. Oui, ben ne pense pas à aller... C'est drôle, tout à coup, cette autre vie qui s'ouvre devant nous. Ne pense pas à l'autre vie qui s'ouvre devant toi. Pense d'abord à maintenant et à la direction qu'il faut prendre. Beaucoup de choses dépendent de cette direction. C'est à toi de choisir puisque c'est toi qui voulais sortir du courant. Je cherche, oui. Je peux très bien penser à l'autre vie qui m'attend et à maintenant en même temps. Ce n'est pas contradictoire, c'est Eh complémentaire. ben, pense en silence, au moins que j'entende pas tes pensées, parce que tes pensées ne correspondent pas du tout à mes pensées. T'as trouvé quelle direction il faut prendre? Ça fait du temps que tu cherches. Ah bah, je viens de trouver. Une inspiration subite, juste quand la lumière a basculé. On va suivre l'étoile du berger. C'est la seule étoile que je vois briller dans le ciel. C'est l'étoile que suivaient les rois mages. L'étoile du berger? Moby, il y a des millions d'étoiles qui brillent dans le ciel. C'est pas une raison de suivre l'étoile du berger parce que c'est la seule que tu vois. L'étoile du berger est la meilleure étoile. Les révolutions. Et en 1989, c'était le bicentenaire de la Révolution française. Et donc, Pierre Pile a mis en scène une pièce de théâtre qui s'est d'abord appelée Thermidor, qui était adaptée d'un Robespierre de papier de Pierre Béziers. Non, de Jean-Philippe Domecq. Qui était adaptée de Robespierre Dernier Temps, de Jean-Philippe Domecq. Ah oui, et finalement, il me semble que la pièce a fini par s'appeler Robespierre Dernier Temps. Un Robespierre de papier. Voilà. J'étais petite à l'époque. Encore une pièce rigolote. C'est notre période la plus sombre. Merci. Merci. Alors, c'est quoi ça? Ouais, mais bon.
Donc, je propose une loi pour le tribunal révolutionnaire institué pour punir les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple, c'est qui? Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à causer des disettes, c'est-à-dire des famines dans la République, ceux qui auront corrompu les mandataires du peuple, ceux qui auront répandu des fausses nouvelles. À ce propos, quelqu'un a prétendu que je me serais fait élire à l'Assemblée grâce à une supercherie à la place d'un homonyme dont le prénom aurait été modifié sur le procès-verbal de l'élection. De toute façon, il faut que seule la Convention nationale puisse traduire un député devant le tribunal. Excusez-moi, est-ce qu'on peut me laisser continuer? Non, ce décret est trop important pour ne pas le discuter. Je demande son ajournement. Je suis de l'avis de Bourdon. non, merci. Il ne faut rien décider qui pourrait paraître arbitraire. Non, mais qu'est-ce qui est arbitraire? Tu peux préciser? Ce qui est arbitraire, c'est ce qui peut te conduire devant le tribunal. C'est ça. Il n'empêche. Le gouvernement révolutionnaire n'a rien de commun avec l'arbitraire. Il navigue entre le modérantisme et l'excès. Quel excès? Je conçois simplement des inquiétudes. Il faut surtout se méfier de ceux qui veulent nous diviser pour devenir chef d'un parti. Et alors, jamais je n'ai voulu devenir le chef d'un parti. Ce serait l'excès de l'opprobre que certains de nos collègues, égarés par la calomnie. Je demande qu'on prouve ce qu'on avance. On vient de dire assez clairement que j'étais un Je sénateur. t'ai pas nommé, Bourdon. Malheur à celui qui se nomme lui-même. Ah oui. Je te défie, Robespierre, de prouver quoi que ce soit à ce propos. Non, mais si tu veux te reconnaître au portrait général que j'ai tracé, je ne peux pas t'en empêcher. Nomme-les ce que tu vises. Tout à fait. Oui, je les nommerai quand il faudra. Quand il faudra. Lorsqu'on rappelle des représentants du peuple qui étaient en mission, ce qui n'avait rien d'injurieux pour eux, et qu'on verse à longs traits dans leur cœur le poisson de la calomnie, on excite leur amour-propre et on le transforme en ennemi du gouvernement. Moi, je serai un ennemi du gouvernement. J'en partage tous les risques. Hier encore, je me suis fait agresser par 5 individus. Le fait est faux. Oui, mais un fait vrai, c'est que tu es celui qui parle en permanence de la guillotine pour troubler la Convention nationale. Robespierre est bien placé pour aborder ce sujet. C'est Talien qui a fait la convention. Talien. Non mais... Moi, je ne dis plus qu'un mot. Talien est celui qui a dit « on veut nous faire guillotiner », mais avant, nous en aurons fait guillotiner d'autres. Et je rappelle que j'ai demandé l'abolition de la peine de mort. C'est bien. Oui, c'est vrai. Non. Et que aucun groupe n'a suivi. Oui. Il a pas demandé très fort. C'est mon texte. C'est bon, hein. La petite fille, ça va. J'en ai déjà eu. C'est bon? Là, il faut les cuillères. Des fois, les cuillères, non? Alors, est-ce que c'est encore un truc? Je ne sais pas. En rêvant, je vous vois déjà chez nous, vivant, invité sur les genoux. Moi plein et moi, vous sentant tout à moi. Ah, quel bonheur de rester songeur tous les deux, mes années sans la bonne, sans personne, de faire les volets, rien que nous vraiment seuls un instant. Le jour qui se lèvera entre nos bras nous trouvera ce jour
devons être heureux tous les deux. La bonne humeur comme un soleil radieux, je veux qu'elle brille toujours dans nos yeux. Pourquoi ne pas se donner du bonheur? C'est mon plaisir le meilleur. Pour être heureux comme on doit être heureux, nous devons être heureux tous les deux. Ah quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Ah quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Mangeons de la guimauve jusqu'à l'écœurement. Oui, la vie est mauve, plantons-y les dents. Bonsoir. C'est le théâtre du Maquis. Alors, le chevalier inexistant, Italo Calvino. Alors, le chevalier inexistant, c'était un projet à plusieurs étages. Voilà, la fusée avait plusieurs étages. Il y a d'abord eu des lectures, dont une au centre Georges Pompidou, incroyable, incroyable. Bon, vous avez remarqué qu'à l'époque, on faisait des spectacles beaucoup plus sérieux que par la suite. Hein. C'est vrai, enfin, vous êtes gentil d'être venu, c'est vraiment la soirée des spectacles un peu sombres. Enfin, on était subventionnés à l'époque. Hein. Parce que on n'est pas tellement subventionnés quand on fait des trucs rigolos quand même. Bien avoué. Alors, oui, alors le chevalier existant quand même, c'était malin quoi. Parce que c'est quand même un auteur, quoi, Calvino, mais avec tout le temps des tas de choses tellement drôles. Et le chevalier inexistant, c'est une histoire de chevalerie. Et cette histoire, elle est racontée par une sœur dans un couvent, sœur Théodora. Je vous laisse avec elle. Moi, qui vous fais ce récit, je m'appelle en religion Sœur Théodora, de l'ordre de Saint-Colomban. J'écris ici, dans mon couvent, explorant de vieux parchemins, utilisant des bouts de phrases entendus au parloir, et même quelques rares rapports de témoins. Des occasions de bavarder avec les militaires, nous autres nonnes, nous n'en avons point tellement. Donc, ce que j'ignore, je m'efforce de l'imaginer, autrement comment faire. Du reste, tout n'est pas clair pour moi dans ce récit, excepté l'office, le triduum, les neuvaines, les travaux des champs, la moisson, la vendange, quelques fustigations de cerfs, quelques incestes, incendies, pendaisons, sièges, pillages, pestilences et stupres de toutes sortes au fond. Nous n'avons pas vu grand-chose. Que voulez-vous qu'une pauvre sœur connaisse au train du monde? Allons. Je vais reprendre, non sans peine, cette histoire que j'ai entrepris d'écrire pour faire pénitence. Et Dieu sait comment je m'y prendrai pour vous raconter le combat. Je me suis toujours tenue à l'écart des guerres que le Seigneur nous en dispense, mis à part 4 ou 5 batailles rangées qui se sont livrées sous les murs de notre château et que nous regardions toutes gamines de derrière les créneaux entre 2 chaudrons de bois bouillantes. Tous ces morts qui restaient là, sans sépulture, à pourrir dans l'herbe, et que nous retrouvions l'été d'après, sous des nuages de frelons. Bref, vous disais-je, moi, toutes ces batailles, je n'y connais rien. Mais il me faut maintenant peindre le plus terrible entre tous les égarements des mortels,
cette passion d'amour, dont pour ma part, les vœux, le cloître et une native pudeur m'ont jusqu'à présent gardé. Je ne dis pas que je n'en ai jamais entendu parler, au contraire. Dans notre couvent, à seule fin de nous tenir en éveil contre la tentation, de temps en temps, nous nous mettons à deviser de ces choses dans la mesure où nous pouvons le faire avec l'idée bien vague que nous en avons. Et quand nous tenons cette sorte de causerie, c'est en général que l'une d'entre nous, pauvre petite, a été mise enceinte par défaut d'expérience. Ou bien encore, enlevée par quelque puissant en narguant la colère divine, elle revient nous raconter tout ce qu'on lui a fait subir. Bref, il en ira de l'amour comme de la guerre, je dirais, tant bien que mal, le peu que l'imagination en fait voir. C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et la mouette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent rester. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tailler, que les pieds se fassent pailler, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comaques. Faut que ça saigne, viens forcer le tango des joyeux militaires, des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes battant en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis-en quelques-uns, tant qu'ici c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu joueras la libraire. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonheur et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Demain ça sera ton jour, plus de bonheur et plus d'amour. Faut que ça saigne bien fort. Le théâtre du Maquis est engagé depuis l'origine dans une lutte à mort contre le capitalisme mondial, une lutte que je crois pouvoir dire qu'on est en train de gagner. Pour lutter contre le capitalisme, il y a plusieurs manières. L'une de ces manières, c'est la foi. On n'y pense pas assez. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux à Dieu ne plaise, je vais leur administrer, si vous voulez bien, une preuve de l'existence de Dieu, au moyen d'une parabole. C'est la chanson précédente qui m'y a fait penser, la parabole du hachoir à viande. Pour ce faire, j'aurais besoin d'un... Non, quelqu'un qui a la foi, peut-être.
Non, c'est pas forcément. Non, Tartin, tu voudrais pas. Avec plaisir. Merci. Est-ce que tu as un asseoir à viande? Ah non. Ah bon. Mais je prépare très bien le hachis parmentier. Ah bah alors. Je m'y connais un petit peu, ouais, ouais. très bien. Tu es la bonne personne. J'espère. Me suis pas trompé. Donc prenons, si vous le voulez bien, un asseoir à viande. Tout simple, de la marque Moulinex par exemple, hein, comme c'est la marque de référence. Hein. Alors pas le grand asseoir comme ça qui ça sort comme ça d'un bout. Hein. Non, le petit asseoir tout simple, hein, il y a un corps, hein, il y a un axe avec une tourniquette, un peu, comme ça, il y a dans un bol et puis il y a un couvercle dessus, donc voilà. Donc c'est un asseoir à viande, vous en avez tous, c'est vous. Bon, prenons ce asseoir à viande et démontons-le entièrement. Alors on dévisse un petit peu le truc pour enlever la tourniquette. Moi je ne le prépare pas comme ça. Oui, mais tu vas voir. Donc on enlève l'axe si on peut, il faut tourner ou dans le mauvais sens, enfin c'est pas un truc comme ça. Et puis on le couvercle, le bol, on l'enlève aussi, ça dévisse en principe. Bon, on retourne ça et derrière dessous, on voit il y a des petites vis cruciformes. Donc on prend un petit tournevis et puis on dévisse tous ces trucs-là. Attention, si l'appareil est sous garantie, ça, il ne faut pas le faire. Hein, parce que... Alors, donc on dévisse tout ça, on regarde dedans. Alors il y a toutes sortes de trucs, il y a des pièces, on ne sait pas à quoi ça sert, mais c'est de l'électronique, c'est de malsain, c'est des bobines, je sais pas. Alors on essaye de sortir tout ce qu'on peut, de le démonter entièrement, de mettre ça en quelque sorte en particules élémentaires de asseoir à viande, si tu veux. Donc on met ça, tout ça, on met ça, tout ça sur la table, par exemple. On rassemble et puis on verse tout ça dans une boîte à chaussures, par exemple. D'accord? D'accord, tu me suis? Ah oui, non, mais parce que je ne prépare pas comme ça. Oui. Donc on met le couvercle dessus, on prend la boîte à chaussures et on secoue. Allez, on y va. Il faut essayer. Énergiquement. Voilà, très bien. Alors voilà, maintenant on a bien secoué, on regarde. On ouvre le couvercle. Qu'est-ce qu'on voit dans la boîte à chaussures? Qu'est-ce que tu vois? Tartin. Qu'est-ce que tu vois? Dis-le. Du hachis parmentier. Mais enfin, non, on n'est même pas mis de viande, enfin. Ah non, parce que je croyais que... Mais oui, non, d'accord. Ce que je voulais dire simplement, c'est que nous avons là toutes les pièces pour faire un asseoir à viande. Mais avons-nous pour autant un asseoir à viande, hein? Eh bien non, tu as raison. Nous n'avons pas un asseoir à viande. Ah non, il est cassé. Non, enfin oui, si tu veux, il est tout démonté. Pour avoir un asseoir à viande, avec toutes ces pièces, il faut une volonté supérieure. Il faut qu'il y ait un ouvrier spécialisé qui sache très bien comment assembler ça et qui monte tout ça avec une intention précise. Chaque pièce a sa place, tu vois. Il faut souder certaines, visser d'autres, etc. pour faire un asseoir à viande. Donc, vous voyez déjà un peu où je veux en venir. Parce que ce qui est vrai pour un asseoir à viande, il est encore plus de l'homme. Parce que, est-ce que tu crois que pour faire un homme, il suffit de mettre dans une boîte à chaussures quelques molécules comme ça, des trucs comme ça, des atomes, des bouts de tripes et des machins et tout ça, et de secouer comme ça? Eh ben non, voilà, tu as raison. Pour faire un homme, il faut la pomme de terre. Les pommes de terre. Non, attends. Les petites violettes. Non, mais là, attends. Elles sont sucrées, c'est oui, plus long à éplucher. Attends, d'accord. Les pommes de terre, d'accord, après, oui, peut-être, pour qu'ils se développent et tout ça, d'accord, mais quand on est au niveau des molécules et des tout ça, de l'infiniment petit... Mais non, mais moi je ne le prépare pas comme ça. Et ben voilà, il faut la volonté de Dieu. Moi, ce que je fais, oui. Donc je prends de la viande déjà hachée. Oui. Comme ça m'évite de démonter le hachoir. Après, je prends des pommes de terre. Mais ma démonstration, on marche avec n'importe quoi. Hein, et je prends du fromage déjà râpé. Mais oui, mais d'accord. Ça m'évite de casser encore voilà. un autre outil. Et ensuite, je prends tous mes ingrédients. Voilà, prends tous tes ingrédients et mets-les par exemple dans une boîte à chaussures. alors après, tu te coûtes ça. D'accord.
Alors, Faut essayer, faut essayer. faut essayer. Donc, on met tous ces ingrédients, on les met là-dedans, et on se... Allez, allons-y. Bon, voilà, maintenant, ouvrons la boîte, et que vois-tu dans cette boîte? Le hachis parmentier. Oui. Il est peut-être pas très bon quand même. Non, oui, je reconnais que dans le cas du... Pas cuit, il y a peut-être un bout de carton. Je reconnais que dans le cas du hachis parmentier, il n'y a pas forcément besoin d'une... Oh, ça va, non, attendez, c'est pas parce qu'on trouve un contre-exemple hein, que tout le truc, hein, d'autant plus que l'exception confirme la règle aussi. Hein. Voilà, c'est déjà la fin du début de la fin du début de la fin. C'est la fin du début de la fin, mais ça continue demain avec Évogue la galère. Et pour se quitter, on va chanter une des chansons emblématiques du maquis depuis de nombreuses années, même bien avant que le maquis n'existe. Donc la deuxième décennie, Vogue la galère qu'on jouera demain, vous verrez c'est beaucoup plus rigolo. Se sont enfuis dans la nuit pour ne pas vendre leur âme au diable. Avec leurs parents, leurs amis, réunis autour d'une table, ils ont décidé de leur vie, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Bravant le froid, bravant la faim, bravant l'horrible esclavage, Président Macron et Darmanin, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, artistes du pays. Ils ont bravé tous les périls dans leur âme lutte secrète, sans souliers, sans pain, sans fusil, survivant de leur maigre recette, souffrant et luttant jour et nuit. Nos amis du maquis, ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont